19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Richie Thibault, bonjour, vous êtes notre invité, attaché parlementaire, militant associatif, militant engagé, ancien gilet jaune. À l'âge de 14 ans, vous avez 21 ans aujourd'hui ? Le 20 avril, dans quelques jours. Dans quelques jours, vous avez 21 ans et vous avez fait la une des journaux et vous nous faites en tout cas, vous nous faites l'honneur d'être parmi nous ici et vous avez décidé de nous consacrer exclusivement votre réponse à tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte vous concernant. Richie Thibault, merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Adil, merci infiniment pour cette invitation. Et oui, j'ai accepté de livrer mon témoignage sur ces différentes affaires que vous avez citées en exclusivité sur Beurre FM, car je sais ici. Pourquoi vous avez fait le choix des informés ? Oui. Pendant quelques minutes, sans être interrompu toutes les secondes, m'exprimer avec clarté. Et je sais que face à vous, je serai face à un journaliste et non un inquisiteur qui va épingler de manière grossière mes propos et criminaliser ma parole. Et c'est vrai que j'avais besoin de ce temps de réponse pour clarifier des choses et pour revenir sur les nombreuses calomnies dont j'ai fait l'objet ces derniers jours. Alors, vous savez quoi, je voudrais juste vous faire réagir une question d'actualité. Rima Hassan, vous la connaissez très bien, hein, eurodéputée, garde à vue, meeting annulé, apologie du terrorisme. Bref, beaucoup de polémiques autour de la candidate qui a subi donc une garde à vue. D'abord, que peut-on dire ? Est-ce que vous avez échangé avec Rima Hassan ? Je n'ai pas échangé avec elle, en rappelant déjà qu'elle est eurodéputée, qu'elle bénéficie d'une immunité parlementaire dont elle ne s'est pas servie, en l'occurrence, pour cette affaire. Elle a accepté, c'est son choix courageux, de répondre à la convocation dont elle faisait l'objet. Moi, ce que je constate, c'est que les différents gouvernements français successifs se permettent de donner des leçons au monde entier, à l'international, des leçons de démocratie, de respect des droits de l'homme. Mais en l'occurrence, ce que je constate depuis l'âge de 14 ans, lorsque je suis arrivé dans l'activisme, le militantisme, c'est qu'il y a une dérive continue, constante, autoritaire dans ce pays, qui est particulièrement grave. Il y a des manifestants qui se retrouvent enfermés, mis en garde à vue, placés en garde à vue simplement pour exprimer et pour manifester leur liberté fondamentale. Plus précisément, Richie Thibault, elle a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme et aussitôt dénoncer donc des manœuvres purement politiciennes. Oui, voilà, oui, je referme les guillemets. Disons que pour faire simple, en France aujourd'hui, lorsque notre parole politique ne correspond pas à la doxa, eh bien, on est accusé, on est calomnié, on est visé par des procédures bâillons. J'ai d'ailleurs écrit un ouvrage qui est paru le mois dernier qui s'appelle « Quand les monarques nous font taire » et qui revient sous la Macronie, sous la multiplication des procédures bâillons, à savoir ces procès qui visent à faire taire, ces procès qui visent à faire taire la parole des opposants politiques, la parole de celles et ceux, en l'occurrence de celles qui défend avec ferveur le peuple palestinien. Donc aujourd'hui, il y a une dérive qui est inquiétante dans ce pays. Je rappelle quand même que M. Macron, il a fait abondamment couler le sang. Pendant les Gilets jaunes, la France a été rappelée à l'ordre, notamment par les Nations Unies, parce que les manifestants pacifiques ont été éborgnés et mutilés. Je rappelle également que des militants écologistes à Sainte-Soline qui manifestaient pour défendre l'eau sans quoi la vie n'est pas possible, ont été envoyés dans le coma. 2 manifestants, ce qui est absolument inédit. Je rappelle que pendant les émeutes faisant suite à l'exécution du jeune Naël Merzouk de 17 ans, il y a des personnes, notamment Eddy à Marseille, qui ont été molestées, des personnes qui ont été envoyées dans le coma, des personnes qui ont été tuées durant la gestion de cette révolte de la jeunesse des quartiers populaires. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que dans toutes les mobilisations sociales, antiracistes et écologistes, le pouvoir n'apporte jamais de réponse politique. La seule réponse du pouvoir, c'est la matraque, c'est le bâton, c'est faire couler le sang. Alors la France n'a aucune leçon de droits de l'homme à donner. Alors, la situation est inquiétante et elle doit appeler à la mobilisation. Rima Hassan, donc je le rappelle, pour être plus précis, parce qu'il faut être précis, évidemment. En audition, elle a été entendue en audition libre par la police, dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. D'accord ? Et ça s'est passé précisément, elle a été convoquée mercredi dernier. Alors, parlons de vous. Non mais alors, juste sur Rima Hassan, quand même pour rappeler qu'on a une femme qui prend la parole, qui est légitime sur le sujet. Elle a vécu elle vient des camps de réfugiés palestiniens en Syrie. Elle a une légitimité frappante sur le sujet. Cette femme prend la parole pour dénoncer ce que l'on peut qualifier aujourd'hui sans doute de génocide en Palestine, et elle est poursuivie pour des faits d'apologie du terrorisme. Le terrorisme, il est du côté, en l'occurrence, c'est ce que je soutiens, de l'État d'Israël qui a massacré des centaines et des milliers de personnes et notamment d'enfants. Et le terrorisme, il est là, il n'est pas du côté
côté de celles et ceux qui dénoncent les massacres, de celles et ceux qui dénoncent le génocide. Donc solidarité à Rima Hassan, qu'on soit d'accord ou pas avec elle d'ailleurs, ce qui compte aujourd'hui, c'est de défendre la liberté d'expression politique. Ça suffit les militants, et en l'occurrence les parlementaires qui se font attaquer pour prendre. Vous êtes collaborateur justement, politiques. vous êtes collaborateur parlant de ce sujet qui a fait la une des journaux, y compris sur les différentes chaînes d'information. Vous avez occupé en tout cas l'espace médiatique. Richie Thibault, collaborateur de la députée donc LFI, Ercilia Soudais, d'accord, vous êtes aujourd'hui interdit à l'Assemblée nationale. Vous nous confirmez? Oui, tout à fait. C'est toujours le cas. Et même, je vais aller plus loin, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un assistant parlementaire est interdit d'entrer dans l'enceinte du Palais Bourbon. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? C'est la première fois que ça arrive, ce n'est jamais arrivé. Yael Braun-Pivet. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? C'est quoi? C'est extrêmement grave. C'est quoi la chose sous-jacente que vous voulez nous dire? Moi, je le dis clairement, c'est de la discrimination. Madame Braun-Pivet a décidé de m'interdire alors qu'il y a des centaines d'autres collaborateurs parlementaires qui rentrent dans tous les bâtiments de l'Assemblée nationale. C'est pas un peu facile de dire discrimination? Mais c'est quoi la définition de la discrimination? C'est quand une personne qui occupe des fonctions se retrouve privée de certains droits dont ses semblables peuvent continuer à bénéficier. Moi, je suis privé de droits simplement parce que mon profil ne convient pas à cette dame. Je vous explique ce qui s'est passé. Madame Braun-Pivet m'a notifié il y a maintenant plusieurs mois une mesure d'interdiction inédite d'entrée au Palais Bourbon en disant que mon profil constitué un potentiel risque de trouble à l'ordre public. Alors que je le dis aujourd'hui avec beaucoup de gravité, contrairement par exemple à certains députés RN, je n'ai aucune condamnation moi. Mon casier judiciaire il est vierge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a Marine Le Pen qui est condamnée, qui peut rentrer à l'Assemblée et d'autres députés, mais moi en tant que collaborateur parlementaire qui n'ai pas une seule condamnation, je peux pas rentrer. C'est pas normal. Et Madame Braun-Pivet elle a décidé de m'interdire et moi je le dis parce que je suis, pour la première fois il y a un collaborateur politique qui a un profil sociologique politique qui ne convient pas. Parce que je viens des Gilets jaunes, parce que je suis un fils de voyageur, d'une mère gitane, d'un père manouche, parce que c'est ce profil qui ne correspond pas à la classe dominante. Est-ce que vous avez saisi le bureau? Alors, le bureau n'est pas compétent parce que c'est Madame Braun-Pivet qui a les pouvoirs de police sur la gestion des entrées à l'Assemblée nationale. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que mes deux avocats, Maître Braun et Maître Baudelin, ont saisi le tribunal administratif. Il y a une procédure qui est en cours et on espère que le tribunal administratif, d'une part, se jugera compétent et annulera cette décision qui est juste calamiteuse et qui dénote de l'arbitraire de Madame Braun-Pivet. Donc vous dites, vous, c'est une interdiction ordonnée arbitrairement? Oui, injuste. C'est la première fois que ça arrive. Vous le confirmez? Je ne sais pas si les gens prennent la mesure. Ça n'est jamais arrivé. J'ai 20 ans, je suis collaborateur parlementaire, j'ai pas de casier judiciaire, on m'empêche d'entrer à l'Assemblée nationale alors que je dois y faire mon travail. Mais qu'est-ce qu'on... disons-le clairement, Richie Thibault, hein, on se connaît, vous venez régulièrement ici vous informer. Pourquoi on vous cherche autant pourquoi vous êtes sujet à polémique en permanence? Mais parce que j'ai une parole politique qui n'est pas conventionnelle. Et je l'assume et je le revendique. C'est-à-dire que j'ai un temps qui effectivement n'est pas celui des dominants. Parce que moi, je viens des milieux populaires, je viens des classes populaires, je viens de milieux qui sont assignés à l'apolitisme, à qui on dit la politique, c'est pas votre affaire. Et donc effectivement, j'ai pas les mêmes mots que ces gens-là, j'ai pas les mêmes formules, j'ai pas la même tonalité. Et donc ça dérange. Parce que j'ai pas peur de mettre les mots. J'ai pas peur de faire des rappels historiques, de rappeler à M. Macron, ça me vaut un procès d'ailleurs contre lui, qu'on est dans le pays de la Révolution française. J'ai pas peur de rappeler que la police nationale, elle a été créée par le maréchal Pétain. Ça me vaut une procédure lancée par Bruno Retailleau. Et donc effectivement, aujourd'hui, quand on met les mots dans ce pays, on est poursuivi. C'est inquiétant, mais j'ai pas peur de le faire et je vais continuer à le faire. Vous êtes le nouveau Pierre Poujade? En tout cas, moi, je n'ai aucune prétention. Simplement, ce que je fais, c'est que je prends la parole pour dénoncer des choses que je trouve injustes. Et c'est dans le pays dit des droits de l'homme, je pense que c'est le strict minimum en termes de respect de la démocratie. Pierre Poujade était tout le temps révolté. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous faites du poujadisme. Je ne suis pas poujadiste. Ma question est simple. Pierre Poujade, il a un mouvement de défense des artisans indépendants, des commerçants. Mais qui s'est transformé par la suite. Il a pris une autre forme. Non, mais Pierre Poujade, il était notamment allié au Rassemblement national. Moi, c'est pas ma ligne politique. Moi, au Front National. Le dernier feuilleton de Pierre Poujade, il s'est allié, mais dans les débuts, c'était pas ça. En tout cas, non, moi, je suis un jeune issu des milieux populaires qui dénonce la pyramide sociale, qui donc dénonce. Vous êtes un poujadiste. Mais non, ça n'a rien à voir. Moi, je me bats pour la dignité. Je me bats parce que dans ma famille, il y a mon oncle, notamment ouvrier agricole, qui a été exposé toute sa vie durant à des intrants chimiques, qui en a failli perdre la vue. Je me bats pour sa dignité. Je suis porte-parole d'un mouvement écologiste qui est loin d'être poujadiste, tu vois, parce que l'écologie aujourd'hui, si on était il a jamais porté ces questions-là. Donc je trouve que cette accusation, alors qu'est-ce que vous voulez créer comme mouvement alors? Parce que je vois là, mais d'ailleurs vous êtes dans le collimateur du préfet de la police Laurent Nunez, vous êtes dans le collimateur de l'Assemblée nationale, vous êtes dans le collimateur de certaines personnalités politiques à l'Assemblée nationale, vous êtes dans le collimateur tout court auprès du gouvernement.
Richie Thibault, Moi, ça fait beaucoup. Bon, si les gens se posent des questions, vous savez quoi, parce que là l'émission elle est assez courte, je les invite à lire ce que j'ai écrit et ils pourront se faire un avis sur moi, notamment mon premier manifeste que j'ai publié l'année dernière qui s'appelle Arrachant une vie meilleure chez les éditions Massot, qui est un manifeste dans lequel je livre mes combats. Et moi ce que je veux pour répondre, c'est tout simple. Vous voulez créer quoi? Vous voulez créer un mouvement? Vous voulez créer une nouvelle conscience? Moi ce que je veux c'est que les opprimés de ce pays retrouvent leur dignité. Moi je trouve que dans ce pays, il y a trop de gens qui sont malmenés. Il y a trop de gens qui sont étouffés par des pressions et des oppressions. Moi, je trouve aujourd'hui qu'on ne peut plus supporter, par exemple, d'avoir une pyramide sociale où tout en bas, il y a une majorité des millions de gens qui crèvent, qui sont sous l'angoisse quotidienne de ne pas savoir comment finir le mois, et que pendant ce temps-là, il n'y a jamais eu tout en haut de la pyramide une petite minorité qui concentre autant de richesses. Donc, par exemple, derrière moi, ce que votre combat, il y a du monde. Non, mais derrière votre combat, il y a du monde. Vous leur dites quoi à tous celles et ceux qui vous suivent et qui, parfois, sont un peu brouillés par le message? Moi, je leur dis que le temps est l'ami du juste et que, effectivement, dans le temps présent, je peux être calomnié, mais que demain, en restant fidèle au cap qui est le mien. C'est quoi votre objectif? Mon cap et mes racines, c'est quoi? C'est notamment les gilets jaunes à l'âge de 14 ans en allant sur un rond-point pour me battre pour la dignité. Ce combat-là, j'y reste fidèle. C'est quoi votre finalité? Ma finalité, c'est de réussir à prendre part à la construction d'un monde meilleur. Simplement, tu vois, ça peut paraître utopique, puéril pour certains. C'est de la politique? C'est de la politique. Je suis porte-parole d'un mouvement politique qui s'appelle Pour une écologie populaire et sociale, PEPS. Par exemple, on prépare des listes pour les municipales. Dans toutes les communes, il y a plus de 36 000 communes en France, on prépare des listes municipales. Et moi, j'ai envie que les gens de ce pays, les dépossédés, les aliénés, les opprimés, les matraqués, eh bien, ils reprennent confiance et j'ai envie qu'en fait, il y ait un empouvoirment des classes populaires. J'ai envie que la majorité des gens qui sont sans pouvoir, sans voix, sans cravate aujourd'hui, ils aient du pouvoir. Et ça se travaille. Ça c'est pas en claquant des doigts, c'est pas en faisant de longs discours. Nous, ce qu'on fait, moi, ce que je fais au quotidien, c'est que je me déplace. J'étais la semaine dernière dans le Var avec des gilets jaunes qui, maintenant, plus de 6 ans après, essaient de construire des listes pour les municipales, essaient de construire des cafés, des tiers-lieux associatifs, qui essaient de reprendre du pouvoir sur leur vie. Ça, c'est très concret, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je fais du journalisme par ailleurs, sur des médias indépendants comme Au Poste, comme Quartier Général. Voilà comment se décline mon engagement politique. Ce n'est pas de la violence. Richie Thibault, ce sera ma dernière question. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, dans le viseur du préfet de la police, Laurent Nunez. Vous êtes dans le viseur de la justice. Je vais reformuler ma question différemment. Qu'est-ce que vous répondez à tous celles et ceux aujourd'hui qui vous attaquent? Qu'est-ce que vous répondez aussi à toutes celles, par exemple Laurent Nunez, qu'est-ce que vous lui apportez comme réponse? Déjà, je les appelle à un peu de courage, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de moi, on ne me donne pas la parole. Parce que c'est bien beau de parler de moi sur des plateaux, de dire Richie Thibault ceci, Richie Thibault cela, mais invitez-moi, donnez-moi la parole. Parce que c'est bien beau de me calomnier, mais moi je n'attends que ça, que de pouvoir débattre avec ces gens-là. Mais en exclu, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ce que je leur dis, c'est que je n'ai pas peur d'eux. Je leur dis qu'ils peuvent lancer autant de procédures qu'ils souhaitent contre moi. Je n'ai pas peur parce que je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes idées, je sais quelles sont mes valeurs. Et moi, je suis fidèle à mes racines, je suis fidèle à mes convictions politiques. Et c'est eux qui devraient avoir honte. C'est eux qui devraient avoir honte de cracher à la figure de celles et ceux qui souffrent dans ce pays. C'est eux qui devraient avoir honte de servir les intérêts permanents d'une petite minorité. C'est eux qui devraient avoir honte de travestir l'histoire populaire de ce pays. C'est eux qui devraient avoir honte de se faire les soutiens des pires oppressions. C'est eux qui devraient, comme Madame Brun-Pivet, avoir honte de se faire soutien inconditionnel du génocide du peuple palestinien. Moi, je peux me regarder dans un miroir. Mais quand vous appelez à l'insurrection, qu'est-ce que vous leur dites? Ça peut se comprendre, ça aussi, ça fait peur. Moi, je leur dis que l'histoire de ce pays, c'est quoi? C'est l'article 35, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui confère un droit et même un devoir à l'insurrection pour celles et ceux qui subissent l'oppression. La résistance à l'oppression, c'est aussi... Vous ne regrettez pas d'avoir retweeté l'insurrection? Au contraire, je ne regrette rien et je dis que face à l'oppression, l'insurrection est un devoir. Je le dirai toujours, je l'assume pleinement et je n'ai pas peur d'eux. Et on peut aller dans des tribunaux s'ils le veulent. Et le 1er mai, et je finirai là-dessus, j'appelle... Le poids des mots, ça a son sens. Évidemment, évidemment. Et j'appelle le 1er mai tous celles et ceux qui aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires, les classes populaires, qui souffrent, qui sont maltraités au travail, qui sont insurgés face à l'ordre du monde, à se révolter, à se rendre dans les rues du pays, à participer à cette journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, qui n'est pas la fête du travail, parce que la fête du travail, c'est une création du maréchal Pétain, il appelait ça la fête du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bon esprit, bon enfant, ça veut dire on y va, on manifeste tranquillement, mais en même temps on fait entendre notre voix.
Il n'y a pas de violence, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que vous allez tout saccager. Moi je dis que la violence, elle est du côté de l'oppression. Et par contre, la réponse à l'oppression, à savoir l'insurrection, c'est de la légitime défense. Vous parliez du poids des mots, c'est tout à fait ça. Il faut donner du sens aux mots. La violence, c'est l'oppression. Ceux qui répondent à l'oppression, ils ne sont pas violents, ils se défendent légitimement. Voilà ma parole. Et moi, honnêtement, merci de m'avoir donné la parole pour le développer. Et je suis prêt à leur faire face, je suis prêt à tenir tête à tous ces sous-fifres du pouvoir. Ils ne me font pas peur, je ne tremble pas un chouïa. Et je les attends. Et le 1er mai, je serai dans la rue avec mes camarades. On sera extrêmement nombreux. Et je n'ai pas peur du tout. Richie, Thibault, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir livré votre réponse en exclusivité dans Les Informés. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.